Bonsoir. Donc ce soir un live, je dirais avec une thématique bonsoir Bénédicte, une thématique un peu plus légère, je dirais que d'autres fois. On va pas parler de pathologie, on va pas parler de cancer. On va parler d'un sujet qui est plus léger, mais qui, je dirais, concerne autant de personnes en fait, voire même plus. Enfin, je dirais que tout le monde est concerné en fait. Bonsoir Martine. C'est plus je dis oui mais, et moi j'avance dans la vie. Un grand sujet, un vaste sujet. Donc ce soir, plus je dis oui mais, et moi j'avance dans la vie. En fait, c'est bien souvent, voilà, quand on va discuter avec quelqu'un, quand on va partager des moments de sa vie, si la personne, bonsoir Mégane, le film oui mais je l'ai pas vu en fait. Quand on va partager des moments de sa vie avec des personnes, eh bien on peut avoir tendance à dire oui mais. Alors d'où vient ce oui mais? C'est-à-dire que en fait on peut avoir des projets, on peut avoir envie de vivre certaines choses. On a l'envie, on a le souhait, on a le désir. Salut Valérie. Euh, on sent que je vous le conseille, ok, ça marche. On sent qu'en fait, on peut avoir la motivation pour se lancer dans un événement, avoir un projet. Donc, on peut avoir des projets, on peut avoir des envies, on peut avoir tout un tas de choses pour lesquelles on voudrait avancer dans la vie. C'est une très bonne chose. Oui, mais il y a quelque chose qui bloque. C'est ce fameux oui, mais qu'il va falloir essayer d'éliminer de son vocabulaire de manière à dire oui, je suis d'accord et j'y vais, excellente idée, et je fonce et maintenant je peux y aller. Parce que le oui c'est bien, le mais ça freine un peu. C'est-à-dire que généralement on est d'accord avec la personne, on va dire oui, en effet, je conçois la chose, c'est ça qu'il me faut. Mais, bonsoir Carole, il y a le mais qui débarque tout de suite derrière et qui vient freiner. Voilà, on vient de mettre un coup de frein à main, on est en voiture, on vient de retirer la vitesse, on arrête d'accélérer et on n'avance pas. Eh bien, d'où vient ce oui mais? D'où vient ce mais? Eh bien, généralement, ça vient des peurs. En fait, ce sont des peurs, des croyances, des freins qu'on va se mettre soi-même. Et je dirais quasiment 9 fois sur 10, eh bien, ce sont de fausses excuses. Ce sont des fausses excuses parce que ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Et parfois, sortir de sa zone de confort, eh bien, ça nous fait un peu peur, quoi. On se dit, est-ce que je vais avoir le courage? Est-ce que je vais avoir la force? Est-ce que je vais avoir l'énergie? Ouais, nos croyances. Est-ce que je vais avoir le temps? Des personnes vont dire, oui, mais je n'ai pas le temps. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quelque part, il y a sûrement quelqu'un sur Terre qui a déjà fait le même projet que la personne, qui n'avait pas plus de temps et qui pourtant a réussi à réaliser son projet, à faire ce qu'elle avait envie de faire. Donc c'est pareil, toute cette notion de temps, c'est une fausse excuse. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Est-ce qu'il vous faut en effet 26 heures par jour pour allouer 2 heures à ce futur projet, à cette future évolution personnelle? Ou est-ce qu'en effet, si on calcule les 24 heures, est-ce qu'il n'y a pas des minutes, des heures que vous pouvez grappiller tous les jours ou toutes les semaines de manière à pouvoir avancer? C'est-à-dire que le facteur temps, très souvent, c'est une fausse excuse. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont dire, bah oui, mais j'ai pas le temps. Puis si on leur pose la question, combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Combien de temps tu passes à regarder la télé? Et là, la personne va dire, oui, mais ça me détend, voilà, ça me détend, ça me sort les idées, ça me distrait. Je suis d'accord, mais il y a peut-être d'autres moyens de se distraire et puis en tout cas de rentabiliser, si on peut parler de notion de rentabilité, ouais, de rentabiliser son temps pour en effet avancer dans la vie. Donc l'éducation, les priorités que l'on se fixe. J'y viens Martine. Alors Martine, je sais pas si on se connaît, mais Martine, là, elle est chaude bouillante. Elle va faire le live à ma place. C'est excellent. Évidemment, l'éducation c'est ce qui va induire nos croyances, en partie, mais c'est ça, il y a une notion de priorité. Bonsoir Annette. Il y a une notion de priorité, c'est-à-dire qu'une personne qui se dit, oui, mais j'ai pas le temps, oui, mais je peux pas parce que j'ai ça à gérer, j'ai ça à faire, etc., etc.
je vais entendre la chose, mais le truc c'est... Si, Martine, vas-y, fais des Facebook Live, tu vas voir, c'est très amusant. Bon, on se connaît pas, mais... Mais donc, concrètement parlant, une personne qui a un projet en tête, qui veut évoluer personnellement, que ce soit à titre professionnel, à titre personnel, avec ses enfants, avec sa famille, créer une association, avoir des envies de, je sais pas, de créer une œuvre caritative ou des choses comme ça, ou après à beaucoup plus petite échelle, je dirais se lancer à faire un petit peu d'exercice physique, se lancer à faire du sport, eh bien si on se trouve toujours, pour moi, 9 fois sur 10 ce sont des fausses excuses, on va se dire oui mais, eh bien quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Eh ben, je vais évoluer, je vais avancer, ok? Eh bien si tu veux évoluer et avancer, quelles sont tes priorités dans la vie? Quelles sont la vie, quelle est la vie que tu veux mener? Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie de façon à accéder à ta réelle priorité? C'est quoi pour toi ta vraie priorité en fait? C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans un boulot qui ne lui convient pas, elle va se dire bah ouais en fait j'ai le salaire. Si en plus elle a le salaire qui lui convient, mais c'est vraiment l'environnement ou en tout cas le travail qu'on lui impose à faire qui ne lui convient pas, eh bien est-ce que sa priorité c'est quoi? Est-ce que c'est de garder toujours ce salaire qui lui convient et par contre eh bien, de pas être bien dans sa tête, ou bien c'est peut-être de prendre un risque, de se responsabiliser, de se dire, ben ouais, je suis responsable de ma vie, et puis je vais sortir de ma zone de confort, et en effet, je vais prendre des risques, mais c'est pour accéder à ce à quoi j'aspire. C'est ça la grande question, c'est en fait dans notre société aujourd'hui, les gens sont de plus en plus déresponsabilisés. C'est-à-dire que demain, vous allez vous baigner dans un endroit, et à la limite, vous voulez aller vous baigner dans un endroit, puis en fait, il y a un panneau qui va vous dire, ah ben non, interdiction de se baigner, du décret, de l'arrêté municipal XYZ. Ben c'est parce qu'en fait, les gens, si jamais ils se noient, c'est pas de leur faute, c'est la faute du maire. Donc le maire, il a fait un arrêté municipal pour dire, là, vous n'avez pas le droit d'y aller. Et en fait, en permanence, on a des petits parachutes à droite à gauche, ce qui fait que les gens, en fait, c'est tout juste s'ils sont encore responsables de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, et de ce qu'ils ne font pas aussi. Parce qu'en fait, il y a à chaque fois ce petit parachute qui est là pour vous dire, non, ça, faut pas le faire, parce que en effet, c'est pas que vous êtes des enfants, les gens, mais à la limite, vous n'êtes pas responsable de votre vie, quoi. Alors que si. Si, vous êtes responsable de ce que vous faites, et vous êtes responsable de ce que vous ne faites pas. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se sentent, je pense, ont ce sentiment d'être déresponsabilisés de leur vie parce que ça a un certain confort, c'est-à-dire que on leur amène tout sur un plateau, ou en tout cas, eh bien c'est facile d'avoir les choses qui viennent comme ça sans qu'on ait trop à forcer. Mais le jour où on veut vraiment s'investir pour soi, eh bien d'un seul coup on bascule dans le domaine de je suis responsable de ce qui m'arrive et je suis aussi responsable de ce qui ne m'arrive pas. Il y a les deux choses en fait qui sont tout à fait parallèles et on peut vraiment pondérer. C'est-à-dire que s'il y a certaines choses que je ne vis pas et que je voudrais vivre, quelle est ma part de responsabilité? Eh bien, on peut certainement se poser la question et se dire, là c'est pareil, c'est une question de temps, je suis responsable de ce que je ne vis pas. Je voudrais vivre ceci, je voudrais vivre cela, ok, on est d'accord? Mais qu'est-ce qui t'empêche de le vivre ou de le faire? S'il n'y a pas de limite de temps, si on se dit, ouais, c'est pas dans le mois prochain, mais ça peut être dans les 1 année, 6 mois, 1 année, 2 ans à venir, eh bien en fait, rien n'empêche la personne de commencer à mettre en place des petites choses, à s'entourer peut-être des bonnes personnes, mais à mettre en place les petites choses qui vont lui permettre, à terme, d'accéder à son projet, de réaliser son projet personnel, familial, professionnel, peu importe. Donc le oui mais, ce sont vraiment des freins qu'on va se mettre nous-mêmes. C'est pas généralement, ce n'est pas notre environnement, ce ne sont pas des éléments extérieurs qui vont faire en sorte qu'on ne puisse pas avancer. C'est nous-mêmes qui nous mettons des freins parce que on peut avoir un manque de confiance en soi. Bonsoir Azilise. Voilà, gros manque de confiance en soi. Et en fait, ce qui se passe, ce sont des peurs qui vont se réveiller. Donc là, Azilise soumet la possibilité d'une peur de l'échec. Donc en effet, une personne qui aura subi des échecs dans sa vie par rapport à des projets, par rapport à des choses qu'elle aura voulu faire, et puis ça sera tombé à l'eau, peut-être qu'elle aura perdu de l'argent, elle aura sûrement perdu beaucoup d'énergie, peut-être qu'elle aura perdu des belles connaissances qu'elle avait,
bref, elle aura perdu des choses, et bien ces pertes-là, si on n'en a pas fait le deuil, eh bien ça va entraîner en fait une peur de l'échec. Donc ça peut être très intéressant s'il y en a parmi vous pour qui ça parle, le sujet de ce soir, et je pense que là, vous êtes 24, mais évidemment il y aura des gens qui regarderont ça en replay, eh bien c'est de faire la liste peut-être des événements que vous avez connus et qui ont été vécus pour vous comme un échec. C'est-à-dire que vous le percevez comme un échec, cet événement, mais si on se pose vraiment, qu'est-ce que cet événement a pu vous apporter? Qu'est-ce que cet événement, en fait, même si ça n'a pas été facile à vivre, même si en effet, je vous dis, vous avez perdu du temps, de l'argent, voilà, vous y avez laissé des plumes, en fait, il y a forcément une leçon à retenir. Et moi, à titre personnel, je peux vraiment vous dire que les situations où j'ai le plus galéré, où j'ai vécu des échecs, eh bien, ce sont celles qui m'ont le plus apporté personnellement et en connaissance. Et je me suis dit, ok, bah là, c'est vrai que là, j'ai déconné, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Des fois, j'ai fait confiance à certaines personnes et j'aurais pas dû. Et fondamentalement, j'étais toujours responsable de ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne m'a fait un petit dans le dos qu'elle est 100% responsable de ça. C'est-à-dire que c'est moi aussi qui lui ai fait confiance, et peut-être que si je m'étais un peu plus écouté, eh bien, en effet, je n'aurais pas fait plus d'échanges que ça avec cette personne. Et en effet, merci Vanessa, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des expériences. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à lister ces événements qui peuvent paraître pour vous comme des échecs, puisque ce ne sont, à proprement parler, c'est votre perception qui fait que vous percevez ça comme des échecs. Mais ce ne sont pas des échecs, vous en avez forcément tiré des avantages, vous avez forcément tiré des expériences qui sont pour vous des échecs, mais des points positifs. Quels sont les points positifs que vous pouvez en tirer? Moi, par exemple, l'année dernière, il y a une situation qui, vraiment, je l'ai vécue, je me suis dit à un moment, parce que j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai eu l'impression, en fait, d'avoir perdu du temps, pas spécialement d'argent, mais je me suis dit, limite, au lieu de faire ça, j'aurais pu vivre autre chose. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que cette expérience m'a apporté? Parce que c'est ça, je voyais pas. Franchement, je voyais pas. Et en fait, j'ai compris. J'ai eu le message à 23h23. Alors quand je dis j'ai eu le message, c'est pas un SMS, c'est pas un fax que j'ai reçu. C'est que j'ai compris. J'ai compris qu'est-ce que cette situation m'avait apporté. Et en fait, ça m'a dit, eh bien Greg, là, tu ne t'es pas respecté une fois de plus. Et pour moi, ça a été la très grande révélation. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai compris que dans cette relation-là, eh bien, je ne m'étais peut-être pas forcément suffisamment écouté, je ne m'étais pas respecté. Et donc, ce que je dois en déduire, c'est que la prochaine fois, par rapport à certains événements, par rapport à certaines relations, eh bien, la première chose, c'est de se respecter. C'est pas de faire les choses pour les autres, c'est vraiment de faire les choses pour soi. Qu'est-ce qui me correspond le plus? Qu'est-ce qui me correspond le mieux? Mais pour moi, pas pour l'autre. Donc, je vous invite à lister ces événements qui pour vous sont des échecs, quels ont pu être quelque part les points positifs de ces relations, qu'est-ce que vous pouvez en tirer, de manière à ce que ça bascule de je manque de confiance en moi parce que j'ai peur de reproduire la même situation ou de revivre un échec, donc la peur de confiance en soi peut venir de là, mais c'est aussi du coup pour vous permettre de faire un deuil par rapport à ces expériences. Parce que si vous restez sur ce sentiment de tristesse, de dégoût, de colère, de remords, de nostalgie, de mélancolie par rapport à ces événements, en fait, vous restez collé dans le passé, vous restez englué dans votre passé, et forcément, vous ne pouvez pas ni vivre l'instant présent à 100%, ni vous projeter dans le futur. Et pourtant, c'est de ça dont on parle, c'est à chaque fois que je vais dire oui mais, c'est un pas en arrière vers le futur. En fait, je suis même pas dans le présent parce que je me rends même pas compte de tout le potentiel que je peux avoir, de tout ce que je peux faire, et ça m'empêche d'avancer. Je lis le commentaire de Vanessa. Ouais, il y en a qui ont des vies plus fluides que d'autres, ont une vie à épreuve, mais malgré tout, ne pas se victimiser, ces expériences nous font grandir même des graves maladies. Voilà, merci Vanessa de ton commentaire, je vais tout à fait dans ton sens. Donc pour avancer dans la vie, c'est savoir sortir de sa zone de confort, pouvoir faire un mea culpa par rapport à des événements qu'on a pu vivre, pouvoir en effet faire des deuils, se libérer de tristesse, mais ça passe par l'écriture généralement, ça passe par des prises de conscience, et je pense que si vous faites cet exercice-là sur les 2, 3, 5, 10 événements qui peuvent contrarier votre confiance en vous,
et d'en tirer les points positifs, eh bien, si vous ne retenez que les points positifs, forcément, vous ne serez pas du tout dans la même énergie que si vous restez calé sans avoir pris conscience de ce que ça a pu vous apporter. C'est-à-dire que si, là, aujourd'hui, vous dites, bah oui, mais là, j'ai perdu ceci, là, je suis triste parce qu'il s'est passé cela, ok, mais concrètement parlant, quels sont les points positifs que vous pouvez en retirer? Bah déjà, vous allez prendre conscience qu'il n'y a pas que du négatif, il y a du positif, et à ce moment-là, bah, ce positif peut vous servir un peu de carburant, pour nourrir votre moteur, pour avancer dans la vie. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah oui, c'est vrai que cette expérience-là, à la limite, ça peut être une expérience professionnelle. Vous pouvez dire, bah voilà, je suis rentré dans cette entreprise, du coup, je me suis formé à ceci, j'ai appris cela, j'ai fait connaissance avec telle personne et telle personne, même si à la fin, en fait, de l'expérience professionnelle, bah, vous vous êtes fait lourder et puis que vous avez perdu du boulot et vous avez mis du temps à retrouver un job. Eh bien, ouais, j'entends tout ça, mais qu'est-ce que, au-delà de ça, cette expérience a pu vous apporter? Et forcément, ça vous a apporté plein de choses, parce que là où vous étiez, ce que vous aviez à vivre, eh bien, vous l'avez vécu, et peut-être que cette expérience professionnelle était juste là, bah, pour vous mettre en relation avec d'autres personnes qui aujourd'hui, bah, sont vos meilleurs amis, ou bien sont vos meilleurs compagnons, et puis avec qui vous faites énormément de choses, quoi. Vous voyez, en fait, l'expérience, on peut l'avoir de différentes façons. On ne nous apprend pas à penser à soi, à faire les bons choix pour soi, à se faire confiance, voilà, à s'écouter et vivre nos rêves. On nous apprend à nous fondre dans le moule. Ok. Ce sont des discussions comme ce soir, des rencontres et de la curiosité qui nous questionnent et nous invitent à nous recentrer. Merci Marty. Donc, une fois que vous aurez fait ces mea culpa envers vous-même, parce qu'en fait, il y a des techniques de développement personnel qui vont vous dire, en effet, il faut savoir vous pardonner. Alors c'est vrai que ça, je l'entends, mais se pardonner de quoi? Parce que se pardonner, c'est bien, mais si on ne sait pas de quoi, ça sert à rien. Donc c'est vraiment de se dire, toutes ces culpabilités aussi qu'on peut avoir par rapport à certaines expériences, de dédramatiser les choses, c'est-à-dire qu'on peut se sentir coupable de beaucoup de choses, mais est-ce que vous savez quelle est la différence entre commettre une erreur et commettre une faute? Quelle est la différence entre commettre une erreur et commettre une faute? C'est vraiment deux notions tout à fait différentes et en rapport avec la culpabilité. Eh bien, c'est-à-dire que des erreurs, nous, les êtres humains, on est les spécialistes pour en faire, puisque on ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout, et on découvre en permanence. Donc des erreurs, c'est tout à fait normal d'en commettre, d'en faire des erreurs. On peut se tromper, on a le droit, je vais vous dire un truc, on a le droit de se tromper. C'est génial. C'est génial. Alors ça, c'est pareil, on ne l'apprend pas à l'école en fait. Mais ce qu'on devrait dire aux gamins à l'école, c'est, si tu n'y arrives pas, super, ça veut dire que tu ne connais pas encore les notions pour y arriver, et puis bah, tu vas voir, peut-être que dans une heure, dans une semaine, dans un mois, tu y arriveras. Et en fait, tu auras suivi une sacrée progression, et tu pourras être fier de toi, tu pourras être fier de ce que tu as fait. Et non pas forcément dévaloriser la personne, la culpabiliser, ah tu n'y arrives pas, bah, c'est ballot. Ok? C'est une façon de voir les choses, hein, mais en fait, notre système éducatif, en gros, bah, si tu n'y arrives pas, alors que le copain d'à côté y arrive, bah, c'est peut-être que tu n'es pas si bon que ça, ou sans dire que tu es nul, mais il y a forcément des notions de dévalorisation et de culpabilité. Mais là, comme on est adulte, eh bien, on a le droit de faire face à ça et de se dire, ben ouais, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de commettre des erreurs. Ça arrive à tout le monde. Mais du coup, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Ah bah oui, de cette erreur, ok, j'ai compris que maintenant il faut pas faire comme ci, j'aurais pas dû faire comme ça. Et puis bah vous allez voir que vous allez vachement avancer personnellement. Vous pouvez être du coup fier de vous dire bah ouais, là à une époque, c'est vrai que je me suis bien planté, mais maintenant je maîtrise mon sujet, où je sais que je n'ai pas à faire comme ci, comme ça, et je vais mieux y arriver. Et faire une faute, eh bien c'est complètement différent. C'est-à-dire que vous savez qu'il ne faut pas faire la chose, ou vous savez qu'il faut la faire d'une certaine façon, et puis sciemment, volontairement, vous n'allez pas réaliser la chose comme il faut. Ça peut être par exemple, imaginons, vous savez, il y a des ronds-points qui sont super plats. Et en fait, bah, soit quand je suis en voiture, je contourne le rond-point, soit je roule dessus à toute vitesse. Et puis un jour, bah, il y a les flics qui sont pas très loin du rond-point, puis ils vous voient traverser le rond-point en roulant dessus. Forcément, ils vont vous toper au prochain carrefour, puis là, vous aurez le droit à une prune, ou en tout cas, une petite remontrance. Bah, là, faut assumer, vous êtes responsable de ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément respecté le rond-point. Au lieu de faire le tour du rond-point, vous avez roulé dessus et à toute vitesse. C'est une faute. Vous n'avez pas respecté le code de la route. Je suis responsable de ce que je fais. Ok? Donc on est responsable des fautes qu'on peut commettre. Par contre, on n'est pas responsable forcément des erreurs, puisque à la limite, c'est parce que je n'avais pas toutes les notions, je n'avais pas toutes les informations, on ne m'avait pas dit que,
j'avais pas toutes les compétences, toutes les connaissances, et je me suis trompé. Ah ouais, j'ai le droit à l'erreur. Le oui mais peut être donc issu de ces culpabilités qu'on peut avoir. Il y a la confiance en soi, il y a les culpabilités, et donc essayez au maximum de vous libérer des culpabilités que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que c'est vraiment je me sens coupable d'avoir déjà commis des erreurs ou des choses comme ça. Ouais, mais c'est pas des fautes. Tu pouvais rien, en gros. Quelque part, tu pouvais rien. On t'avait pas dit exactement comment il fallait faire. Donc maintenant, ben, que tu as plus de recul, tu as certainement plus de compétences, plus d'expérience qui vont te permettre d'éviter de recommencer en tout cas ces erreurs. Par quel moyen concret peut-on se pardonner et ensuite savoir que l'on est totalement pardonné? Eh bien, c'est d'identifier ce pourquoi tu te culpabilises pour te pardonner. C'est-à-dire qu'on va se... Pourquoi est-ce que je vais pardonner par exemple à quelqu'un? Si on prend, si on souhaite pardonner quelque chose à quelqu'un, bah, c'est-à-dire qu'on va reconnaître ses torts et que la personne aussi va reconnaître ses torts. Et si on n'est pas obligé d'ailleurs d'accepter de pardonner quelqu'un. On peut très bien ne pas pardonner à quelqu'un quelque chose. On a le droit aussi. C'est pas parce que là, ici, maintenant, je ne pardonne pas à la personne que dans 6 mois, je ne lui pardonnerai pas. Vous comprenez le truc? C'est une question d'évolution personnelle, c'est une question euh, d'émotion, dans quelle vibration émotionnelle je suis à l'heure actuelle. On peut très bien ne pas être prêt à pardonner une personne, mais ça on a le droit. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire, bah si, faut pardonner, faut pardonner, faut pardonner. Bah non, non, si t'as pas envie, tu pardonnes pas, mais peut-être que tu pardonneras plus tard, mais il faut laisser un peu de temps au temps. Donc comment faire pour se pardonner à soi-même? Eh bien c'est déjà d'identifier en fait ce que l'on se reproche à soi-même. Qu'est-ce qu'on se reproche? Oui, je sais Laetitia, j'ai compris, mais en fait je sors des fois un petit peu du sujet pour, je compare et je reviens. Voilà, je fonctionne un peu comme ça. Je développe. Parce qu'en fait, ce soir, bah, comme beaucoup de soirs, j'ai toujours pas de plan quand je fais mon truc. C'est du one shot et ça m'amuse beaucoup. Et après, bah, je fais en fonction de vos commentaires. Donc c'est ça, comment faire pour se pardonner à soi-même? Eh bien, c'est d'identifier ce pourquoi on se culpabilise. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de me pardonner? Identifier ça, eh bien, c'est parce que je m'en veux à cause de ceci, je m'en veux à cause de cela. Ok, est-ce que c'est justifié que tu t'en veuilles? Est-ce que c'était une faute ou une erreur? Vous comprenez le cheminement? Tac, 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 tac. Ah bah non, c'est vrai, j'ai pas fait exprès. Bah, est-ce que tu as besoin de t'en vouloir parce que t'as pas fait exprès? Bah non, mais j'ai fait souffrir la personne, ou en tout cas, bah tiens, telle personne, du coup, elle m'en veut toujours, ou telle personne, bah, je l'ai mise dans la panade, bref, etc., etc. Après, il y aura plein de scénarios possibles. Ouais, mais est-ce que tu as toujours besoin de t'en vouloir aujourd'hui ou est-ce que tu peux te pardonner parce que concrètement parlant, aujourd'hui la personne, ça y est, elle a refait sa vie parce que telle entreprise, bah non, de toute façon, il n'existe plus pour eux, ils s'en fichent complètement d'eux, donc t'as plus rien à te reprocher. Comprenez le truc? C'est de prendre du recul par rapport à votre partie émotionnelle. En fait, c'est ce que vous gardez en vous, ce sont ces culpabilités, ces remords, ces rancunes, je dirais, ces sentiments négatifs que vous avez envers vous-même qu'il faut mettre qu'il faut porter à votre conscience, porter de l'attention dessus, et évidemment, dédramatiser les choses et vous pardonner. Du coup, après, vous pouvez vous pardonner. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous êtes justement dans ce sentiment de je dois me pardonner certaines choses, eh bien, qu'est-ce que ça fait encore en vous? Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Qu'est-ce que ça vous fait sur le plan émotionnel, en fait, de ressentir ça? Si ça vient encore vous travailler, ça vient vous serrer au niveau de votre poitrine, au niveau de votre cœur, au niveau de vos boyaux, je dirais de vos boyaux, de vos intestins, ou si ça vous noue la gorge, eh bien, alors soit vous pouvez vous faire accompagner, évidemment, par un thérapeute. Alors ça peut être moi, mais il y en a plein d'autres qui sauront gérer ça. Vous avez des sophrologues, voilà, il y en a peut-être ce soir qui sont là, je sais pas, qui sont un peu spécialistes dans la gestion des émotions et qui pourraient vous accompagner justement pour faire un mea culpa par rapport à votre vie, pour mieux gérer vos émotions, pour vous déprogrammer de ces mémoires émotionnelles qui sont encore là, de manière à ce que ah bah là je respire beaucoup mieux quoi, ça va mieux, bah oui, mais en fait t'étais toujours un peu bloqué par rapport à ça, à tes culpabilités. Alors après il y a d'autres choses qui peuvent intervenir, c'est ce qu'on appelle des engrammes émotionnels en fait qui font qu'on a des addictions. Il y a des personnes qui sont addictes au stress et vous en avez d'autres aussi qui sont addictes aux culpabilités. Alors ça c'est complètement inconscient, hein, donc ça moi avec certaines personnes j'en trouve et puis du coup on les libère de ça.
Mais donc, en effet, c'est des programmes tout à fait inconscients qui sont en rapport avec l'enfance, peut-être aussi avec les parents. Voilà, on a pompé cette énergie des parents. Une maman qui était souvent dans la culpabilité, ben, l'enfant aussi, il a tendance à être comme la maman. Et donc, il faut d'abord commencer par se déprogrammer de ces addictions, bah, plutôt à polarité négative, quoi. C'est-à-dire que l'addiction au stress, c'est pareil, c'est des personnes qui vont faire exprès d'être tout le temps en retard parce que c'est plus fort qu'elles. Il faut qu'elles soient dans cette énergie de stress. C'est leur moteur, c'est leur carburant. Le jour où elles sont plus en stress, bah, elles ont l'impression en fait de ne plus avoir cette énergie qui les pousse, quoi. Mais donc l'addiction culpabilité, ça empêche complètement, je dirais, ça va faire l'inverse de l'addiction au stress. L'addiction culpabilité, c'est vraiment là, c'est des boulets en fait qu'on se rajoute au pied et ça va vraiment nous empêcher d'avancer, quoi. Alors souvent, c'est utile de s'imaginer que notre situation, notre action pour laquelle on se culpabilise arrive à notre meilleur ami, ouais, et se demander ce qu'on lui aurait dit pour, voilà, ok, ça vient. Super Azilise, excellent exemple d'Azilise. Et on se rend compte que l'on est très souvent beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec les autres, et cela permet de relativiser, d'être plus bienveillant envers soi-même. Ok, super commentaire, merci Azilise. Le ouf, je l'ai fait en même temps que toi. Excellent. C'est vrai, n'est-ce pas Valérie, il y en a qui reprennent leur souffle lors d'une séance. C'est impressionnant, quoi. Vous avez vraiment alors Valérie, tu étais un peu comme ça, mais il y a vraiment des personnes, elles sont dans une telle énergie, ça peut être en rapport avec des stress. En fait, elles ne s'en rendent à peine compte, mais elles ont du mal à respirer. Elles ont du mal à respirer, en tout cas à plein poumon, quoi. Tellement c'est coincé, quoi. Et je sais pas, au bout d'un moment dans la séance, il y a des trucs qui se libèrent et je dis à la personne, bah, t'as pas envie d'écarter les bras là et puis de respirer à plein poumon, quoi. Bah là, elle me dit si, si, bah je lui dis bah vas-y, fais-le parce que je respire la vie, quoi. En fait, le souffle, c'est la vie, quoi. C'est vraiment des personnes qui sont complètement bloquées. Donc ça peut être notamment dû à des culpabilités. Mais en fait, bah, c'est fermé, quoi. Vraiment au niveau du plexus solaire, au niveau des poumons, de la cage thoracique, ça respire plus, quoi. Et donc le souffle, c'est la vie, c'est ah bah ouais, je respire un air nouveau. Donc les culpabilités, gros frein dans le développement personnel, et je dirais le oui mais, je pense que le oui mais, eh bien à plus de 50%, c'est dû à des culpabilités. Donc c'est vraiment une notion sur laquelle il faut travailler. Et les culpabilités, en plus, ça va venir entraîner, en plus du manque de confiance en soi, des dévalorisations, forcément, un manque d'estime de soi. Bref, c'est ça. Dans la perception qu'on peut avoir de soi-même, les culpabilités, c'est vraiment quelque chose qui peut enfoncer la personne, quoi. Hein, c'est vraiment quelque chose qui peut, bah ouais, quelque part la faire sombrer. Et tant qu'on s'en est pas libéré, bah c'est difficile d'avancer dans la vie. Ok. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Après, le oui mais, forcément, ce sont des peurs, conscientes ou inconscientes, mais forcément, derrière, il y a cette énergie de peur, il y a des stress qui sont là, il y a des non-dits émotionnels de peur qui sont sous-jacents et qui viennent conditionner la personne à ne pas avancer. C'est-à-dire que le oui mais, forcément, c'est une peur qui s'exprime. C'est pas autre chose. Euh, Imaginons une personne me dit, ben ouais, moi j'aimerais monter mon magasin. Voilà, avoir mon épicerie, tenir un magasin bio, je sais pas, en permaculture, tenir une librairie en ligne, créer mon site internet de vente en ligne, bref, il y a plein de projets qui peuvent éclore du jour au lendemain. Et elle dit oui mais. Alors pourtant ça peut être un projet que la personne a réfléchi depuis des années, ou peut-être juste depuis 6 mois, mais elle a fondement depuis 6 mois, et c'est vraiment quelque chose qui lui tiendra à cœur, parce qu'elle se dit, ben ouais, mais j'ai déjà en fait un portefeuille de clients qui est énorme, que ça pourrait intéresser. Ou bien il y a tout à créer, mais justement, comme il y a tout à créer, bah, c'est ça qui est encore plus motivant dans le projet. Si ça se trouve, c'est une personne qui a tout à fait les compétences pour le faire, qui a tout à fait les connaissances, qui peut avoir un réseau, qui maîtrise à 100% son sujet. Bref, tout est réuni pour que la personne puisse créer son projet. Et c'est là vraiment à ce moment-là où il faut faire le travail sur soi pour se libérer de tous ces oui mais et de toutes les peurs qui peuvent être derrière ce oui mais. Mais ça peut très bien être des peurs, sans parler forcément de notions d'argent, de difficultés financières que cela peut entraîner, parce que généralement, quand on démarre une activité, eh bien, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans avant de pouvoir réellement se sortir un salaire qui puisse subvenir à nos besoins. Je n'ai pas employé l'expression gagner sa vie. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu dire, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans avant de pouvoir gagner sa vie. Et là, il y en a un qui appuie sur le buzzer, là, qui dit ah, mauvaise expression.
J'en avais déjà parlé dans un des lives sur justement sur le fait de se libérer de freins inconscients pour se mettre à son compte. Et en fait, j'avais demandé à des personnes qui étaient là durant le live, est-ce que c'est une expression que vous utilisez, gagner sa vie? Alors il y en a plein qui ont dit non. Et puis il y en a une qui a dit oui. Mais je pense que la plus honnête des personnes, c'est celle qui a dit oui. Puisque quelque part, c'est une expression, même moi je l'utilise une fois de temps en temps, ça m'échappe, l'expression gagner sa vie. Donc là, c'est pareil, c'est une expression qui donne beaucoup trop de pouvoir. C'est même pas que ça donne trop de pouvoir, c'est que ça donne tout le pouvoir à son job. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est parce que je vais travailler que je vais mériter de gagner ma vie. Mais c'est une horreur. Bah non, la vie, en fait, vous l'avez déjà gagnée, vous êtes vivant. Donc vous n'avez pas à gagner votre vie, vous êtes déjà vivant. Ok? Par contre, en effet, ça peut être important de gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins. C'est plus la même notion. Et c'est subvenir à ses besoins, puis subvenir à ses besoins des fois qui sont peut-être un peu plus superflus. C'est-à-dire que vous allez si vous gagnez de l'argent convenablement, ben vous pouvez vous acheter des trucs en fait dont vous n'avez pas spécialement besoin. Mais en fait, ça vous fait plaisir. Donc c'est de l'achat plaisir. On n'est plus du tout dans la nécessité. Mais donc c'est ça que généralement, quand on se met à son compte, il faut quelques années quand même pour pouvoir suffisamment générer d'argent de manière à avoir un salaire. Mais donc les peurs en rapport avec l'argent pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte ou créer leur propre activité, eh ben, ça fait partie des priorités qu'il faut libérer. Et oui, parce que tant que vous ne serez pas au clair avec l'argent, avec cette notion d'argent, bah, il y aura forcément des freins qui vont faire que l'activité ne sera pas certainement aussi épanouie que vous le souhaitez et que cela pourrait être. Donc ça fait partie aussi des peurs dont il faut essayer de se libérer. Donc par rapport à ça, eh bien c'est de vraiment, là c'est pareil, c'est papier-crayon, qu'est-ce que c'est que pour vous l'argent? Quel est pour vous le salaire idéal sur combien de jours? Parce qu'après vous pouvez dire, bah, moi j'ai un salaire idéal de 3000 euros, par contre c'est de bosser 80 heures par semaine. Bah, je dis ouais, moi je l'ai connu à une époque, 70 heures par semaine c'était le nombre d'heures hebdomadaires, évidemment, je viens de dire que c'est par semaine, mais c'était 70 heures par semaine, mais aujourd'hui je n'aspire plus du tout à ça. Non, c'est fini ça. C'est fini. J'aspire vraiment à autre chose. Et donc, ce à quoi vous aspirez, eh bien, c'est ce qui va lancer l'énergie, c'est ce qui va vous donner l'élan pour plus tard. Et c'est important de poser les choses noir sur blanc parce que c'est vous qui allez insuffler l'énergie de ce vers quoi vous voulez tendre. Et à côté de ça, bah, c'est de dire, bah oui, mais j'ai des freins. Ok, eh ben, listez les freins, faites une sorte d'arborescence. Ouais, mais là j'ai peur de ceci. Ouais, mais là j'ai pas encore les contacts. Ouais, mais là je sais qu'il y a ça qui freine. Ouais, mais là j'ai mon mari qui veut pas. Ouais, mais là j'ai les enfants à m'occuper. Ouais, mais là j'ai ceci. Ok, faites la liste de tous les freins, de tous les oui mais qui doivent intervenir et essayez de voir quels sont les plus faciles à la limite à éliminer. Quels sont les plus faciles à éliminer si vous me dites, bah oui, mais moi je suis mère au foyer, je suis seul, j'ai 2 enfants à m'occuper, c'est pas simple, j'ai pas beaucoup de temps. Ok? Et puis, quelle est ton activité? Et donc, est-ce que d'après toi, bah, tu peux allouer quelques heures par jour pour ton activité, t'occuper aussi de tes enfants? Est-ce que bah, y a pas des voisins, des amis, qui une fois ou deux par semaine, tes enfants vont jouer avec les enfants des voisins, et puis du coup, ça te donne 2-3 heures de plus de libre pour ton activité? En fait, ça peut être des choses comme ça, on n'y pense pas forcément, mais je suis juste là pour vous dire que les freins qu'on se met soi-même, parce que je vous dis, il y a très peu de freins qui viennent de l'extérieur, c'est vraiment soi-même nous-mêmes qui nous mettons nos propres freins. C'est pas un élément extérieur qui vient vous empêcher d'avancer dans la vie, quoi. C'est vous-même. Eh bien, la solution viendra de vous. Tout comme les problèmes ne viennent pas de l'extérieur, eh bien, les solutions viendront de vous. C'est obligé. Après, libre à vous de vous faire accompagner dans cette démarche, évidemment, parce que vous n'avez pas forcément toutes les idées, vous n'avez pas la science infuse dans tous les domaines. Et là, c'est pareil, il y a forcément des coachs, il y a des professionnels qui sont là pour faire de l'accompagnement. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça coûte un peu de sous. Bah, des fois, vous peut-être mieux payer 1000 ou 1500 euros un coach et puis qui vous suivent pendant 6 mois. Et puis, moi, au bout de 6 mois, vous savez, vous êtes vraiment sur les bons rails et ça y est, ça avance. Plutôt que de se dire, bah non, je vais à droite, à gauche, ouais, bah je vivote, et puis avec un risque de se planter qui soit plus important jour après jour, en fait, parce que euh, vous n'êtes pas accompagné et vous ne pouvez pas tout connaître, pas tout savoir non plus. Ok? Moi, par exemple, le premier, j'ai un gros projet de faire de la formation en ligne sur le décodage biologique des maladies. Bon, bah là, je suis en train de me renseigner sur les personnes qui vont pouvoir m'accompagner avec ça. J'ai mes connaissances. Moi, en fait, j'ai tout le support, j'ai toute la science que je veux transmettre.
j'ai une partie technique aussi que j'ai, mais je ne maîtrise absolument pas du tout le sujet, et donc forcément, bah, je suis en recherche de personnes qui vont pouvoir m'accompagner là-dedans. Mais si je me lançais tout seul à vouloir tout faire, eh bien, je pense qu'on en reparlera encore dans 6 mois, mais ça sera toujours pas abouti, quoi. Et c'est tout à fait normal. Je peux pas tout savoir, je peux pas tout maîtriser, quoi. Donc, ok, quels sont à moi, là je peux même me dire, bah, quels sont mes oui mais. Ah bah, je veux faire mon truc en ligne, oui mais je sais pas comment faire pour créer le site en ligne, ok, bah, je vais pas l'inventer, je vais pas me faire une formation pour créer des sites internet, j'ai autre chose à faire, quoi. J'ai mes clients qui viennent me voir pour des consultations, donc forcément je vais non pas sous-traiter, mais je vais embaucher des personnes qui vont exceller dans leur domaine, évidemment, parce que j'ai un degré d'exigence qui est là, et pour faire en sorte que les choses soient faites aux petits oignons pour mes futurs clients qui achèteront cette formation en ligne. Et ben vous, c'est un peu pareil. Il faut savoir bien vous accompagner. Et comment savoir si une personne vous convient? Alors, j'ai fait l'exercice aujourd'hui avec une personne parce qu'elle me dit, moi, je suis vachement dans le mental, je suis dans le mental plus. Et donc, elle se dit, ben, comment faire pour savoir si telle personne me convient, telle relation me convient ou autre. Et bien, je lui dis, alors, je vous invite à faire l'expérience chez vous, c'est-à-dire, je lui dis, bah, écoute, tu t'installes tranquillement chez toi dans ton canapé, dans un fauteuil, et puis pense à ton mari, et quand tu penses à ton mari, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça fait en toi? Alors évidemment, quelqu'un qui est dans le mental, employer les mots comme ressentir, émotion, généralement, c'est du vocabulaire que la personne a du mal à... Bah, elle manque de sensibilité par rapport à ça. Par contre, dès que je vais lui dire son mari, et qu'est-ce que ça fait en toi, à quoi tu penses, enfin, elle pense à son mari, mais qu'est-ce que ça te fait en toi, qu'est-ce que tu ressens si tu penses à ton mari? Et je lui dis, ben, dans ton corps physique, voilà, la personne, en fait, c'est une approche, c'est-à-dire qu'elle va d'un seul coup pouvoir, en effet, se poser et dire, bah oui, quand je pense à mon mari, forcément, je ressens de l'amour. Alors, il est où cet amour? Ben, il est dans mon cœur, il est dans mon corps, ok, puis à la limite, elle peut avoir une sensation de paix. Voilà, quand elle pense à son mari, si elle visualise son mari, elle est en sécurité, elle est en paix. Super. Là, elle a accès à des informations émotionnelles et physiques par rapport à quelque chose, à quelqu'un d'agréable. Je lui dis maintenant, bah, tu fais la même chose avec tes enfants. Et là, c'est pareil, elle aura un ressenti différent par rapport à ses enfants. Peut-être qu'il y a un de ses enfants envers qui bah, elle a un petit peu de stress parce que voilà, il a ses examens de fin d'année avec les confinements qui nous ont fait subir, eh bien, les études, ça a été un peu chaotique. Et peut-être qu'elle a un petit peu de stress. Alors du coup, bah, c'est pareil, il faut écouter ce stress. Qu'est-ce que ça fait en toi? Ah bah oui, je sens que j'ai le cœur qui bat un peu plus, je sens que là j'ai la gorge un peu nouée, ok, super. Eh bien c'est pareil, elle a des informations par rapport à des émotions, qu'est-ce que ça fait en elle? On est d'accord. Et du coup, si demain je lui dis, eh bien écoute, tu dois choisir un partenaire pour travailler avec toi dans ton entreprise et tu as le choix entre 3 partenaires différents. Eh bien tu testes les partenaires les uns après les autres et tu écoutes ce que ça te fait en toi. Et là, elle aura la réponse. Elle aura la réponse. Là, on n'est plus dans le mental, on est juste dans de l'intuitif, dans du ressenti, dans de l'énergétique. Tout est énergie. Je sors de ce que je viens de dire, tout est énergie. Demain, vous avez affaire à une personne qui est stressée ou qui est en colère. Est-ce qu'on est d'accord que vous n'allez pas la ressentir de la même façon qu'une personne qui va être en joie? Bah, évidemment. Et même si vous fermez les yeux, la personne qui est triste ou qui est en colère, vous n'aurez pas les mêmes ressentis. Elle ne va pas du tout vibrer la même énergie qu'une personne qui est en joie. Eh bien là, c'est un peu pareil avec un contexte différent. Si la personne elle a 3 partenaires différents et elle ne sait pas avec lequel travailler, eh bien je lui dis, ok, tu prends un partenaire, tu te poses et t'écoutes ce que ça te fait en toi. Si elle me dit ça fait rien, bah, tu notes, là ça me fait rien. Deuxième partenaire, si elle me dit, ah bah ouais, là je sens que c'est détendu, ouais, c'est paisible, en fait, je peux avancer, ok. Et troisième partenaire, ouf, à la limite, ça coince au niveau de la nuque. Et c'est exactement ça qui va se passer, c'est-à-dire que la personne, elle va écouter ses propres ressentis et ça va lui servir de baromètre. Même si dans le mental, elle se dit bah ouais, mais la première et la deuxième entreprise, premier et deuxième partenaire avec qui je dois travailler, quand même sur le papier, ils paraissent plus costauds que le deuxième. Bah je lui dis ouais, mais on est d'accord, c'est bien le deuxième qui te convient. Elle va me dire oui. Bon bah alors vas-y, choisis le deuxième. Et en fait, la probabilité pour qu'elle se trompe, je dirais, elle est nulle. Elle est nulle.
C'est obligé que, étant donné que ses ressentis étaient bons pour cette deuxième partenaire, c'est celui-là qu'il faut choisir. Ok? Eh bien pour vous, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que c'est que ce oui mais? Donc ce sont mes peurs. Ok, c'est mes peurs par rapport à quoi? Eh bien vous listez les peurs. Vous listez les peurs et puis vous écoutez au fond de vous qu'est-ce que ces peurs viennent chercher, qu'est-ce que ces peurs viennent travailler, qu'est-ce que ces peurs viennent mettre à la surface. Eh bien peut-être que c'est par rapport à votre enfance, peut-être que ça vous rappelle certaines choses. Ok, ça marche. Alors vous pouvez mettre toute votre attention dessus et écouter en fait. Ce qui est super important, c'est ces non-dits émotionnels de peur. Si on parle que des peurs, évidemment, ces non-dits émotionnels de peur, tant qu'ils sont là, ils vont vous bloquer. Donc faut pouvoir les évacuer. Pour pouvoir les évacuer, ce que je vous dis, c'est de mettre de la conscience dessus et porter toute votre attention dessus et écouter ce que ça vous fait en vous. Ça, c'est une première étape. Après, si vous me dites, ben ouais, j'ai fait le boulot, donc en effet, ça va mieux, mais il reste encore des trucs. Bon, ben là, mes coordonnées, vous les avez sur Internet. Il faut consulter soit moi, soit des gens comme moi, qui auront cherché les engrammes émotionnels inconscients, de manière à vous en libérer complètement, et faire en sorte que vous puissiez avancer dans la vie de manière à ce que toutes ces peurs inconscientes qui vous conditionnent aujourd'hui à justement à dire oui mais, eh bien que ce soit balayé et que demain vous ne soyez plus dans le oui mais que vous soyez comme dans le film Yes Man. Donc je dis ça en rigolant, mais on est exactement dans le même contexte, c'est-à-dire que plutôt de dire oui mais, ben non, que vous soyez complètement dans le oui, ok, oui j'avance, il y a plus de mais quoi, j'ai plus de peur, j'ai confiance en moi, je n'ai plus de culpabilité. Je me suis libéré de tous ces différents freins qui font que aujourd'hui, en effet, voilà, par rapport à mon projet, j'avais du mal à avancer. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont des projets très personnels, très particuliers, et puis peut-être que vous avez une question à me poser, donc n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça, je suis là pour vous. Hein. Donc le oui mais, je pense que j'ai fait un bon tour en fait de tout ce qui peut programmer ce oui mais. Et donc de ce qui va faire en sorte que ça vous freine dans votre développement personnel, dans vos projets, dans ce à quoi vous aspirez. Et puis il y a quand même une chose, euh, on a tous des tempéraments différents par rapport au passage à l'action. Donc ça on le retrouve dans l'énéagramme. Hein, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent l'énéagramme, mais c'est vraiment passionnant. C'est-à-dire que l'énéagramme, on va diviser en 3 parties les personnes. Salut Emmanuel. On va diviser en 3 parties les 3 personnes, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont vraiment dans l'action, qui parfois peuvent agir et réfléchir par la suite. Donc là c'est pareil, leur enseignement de vie aura fait en sorte que, au bout d'un moment, elles vont réfléchir un petit peu avant d'agir, parce qu'elles seront cassées le nez une fois de temps en temps. Puis comme ça fait mal de se casser le nez, elles vont changer de mode de fonctionnement. Et vous avez des gens qui sont beaucoup plus dans l'action. C'est 33% de la population, un tiers de la population à peu près. Vous avez des gens qui sont beaucoup plus dans la réflexion, donc là ce sont des personnes qui ont vraiment besoin d'être rassurées, de poser les choses, vraiment de mentaliser, de prendre tous les tenants et aboutissants avant de passer à l'action. Donc là ce sont des personnes qui vont avoir en effet un temps de latence qui sera énorme, et qui par contre auront certainement beaucoup de difficultés à gérer les impondérables. Or dans un projet, c'est rare qu'on n'ait pas d'impondérables. Alors évidemment vous allez me dire, ouais mais si je pense à tout, si je prévois tout, il n'y aura pas d'impondérable. Ça sera l'exception, et il en faut forcément une, mais de toute façon, des impondérables, on est obligé d'en avoir. On ne peut pas tout maîtriser, c'est impossible. Et puis, vous avez des personnes qui sont beaucoup plus dans les ressentis, dans l'émotionnel, et donc ces personnes-là, elles vont certainement beaucoup plus agir à l'intuitif, au ressenti. Je dis bien agir par rapport à leurs intuitions, à leurs ressentis, et celles-ci, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles sont dans le juste milieu, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément à se prendre trop la tête dans la réflexion. Elles vont se dire, ok, moi j'ai mes connaissances, je sais, j'ai dégrossi le terrain par rapport à ce que je dois savoir, à ce à quoi j'ai besoin. Elles peuvent passer dans l'action parce qu'en effet, voilà, elles ont cette capacité à agir, elles aussi. Mais c'est surtout qu'elles vont agir par rapport à leur ressenti, à leur intuition. Et là, elles seront généralement beaucoup plus dans le juste. Enfin, j'espère. Après, si elles écoutent plus leur cœur que leur intuition, méfiance, parce que des fois on peut se tromper aussi. En fait, ce qui nous convient à nous sur le plan affectif, ce n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous. Il faut vraiment essayer de dissocier l'intuition de ce qui nous tient à cœur. Ce sont 2 choses complètement différentes.
Votre intuition, elle sera forcément dans le juste. Par contre, ce qui vous tient à cœur, bah, c'est ce qui peut vous satisfaire là à l'instant T. Mais peut-être que sur du long terme, ce n'est pas forcément ce à quoi, ce qui est vraiment le mieux pour vous. Alors, c'est possible de faire partie des 3 types de persos en même temps. Bah, en fait, ouais, je te dirais, Mégane, ouais, euh, d'une manière générale, donc en énéagramme, on appelle ça une typologie. Tu fais partie forcément d'une typologie plus que toutes les autres. C'est obligé. Maintenant, évidemment, on est dans les 3. Quelqu'un qui est dans l'action, forcément, c'est pas quelqu'un qui a un QI de 10 par rapport à celui qui sera dans le cogité, dans la réflexion, et qui eux ont des quotients intellectuels de 160 et de 200. C'est pas ça que je veux dire. La partie intellect, comme la partie intuition, appartient de manière tout à fait répartie, équitablement également dans toutes les 3 typologies. Donc on est forcément dans l'émotionnel, on est forcément dans l'action, on est forcément dans le cogité. Mais franchement, dans une personne, il y a beaucoup de personnes qui sont exclusivement dans l'action, en tout cas beaucoup plus, où ça s'exprime beaucoup plus, et elles ont appris au fil des années, au fil du temps, que parfois il faut savoir réfléchir, poser les choses, et peut-être s'écouter soi-même, donc parfois aussi se respecter, si ça fait référence à ce que j'ai dit tout à l'heure comme exemple, avant d'agir. Ok ? Et des personnes qui vont être tout à fait dans le sensible, qui vont être beaucoup plus dans l'affect, eh bien c'est pas pour ça qu'elles ne vont pas réfléchir. Par contre, en effet, si elles laissent prendre trop de place à la partie affective, ça peut être compliqué pour elles de réussir à bien réfléchir à ce à quoi, enfin par rapport à ce qu'elles veulent faire en fait. Donc là, c'est apprendre à bien gérer ses émotions, que ce soit des émotions de joie, des émotions de stress, pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir mieux appréhender les choses de manière à ne pas se planter quand on va passer à l'action. Ok ? Donc, le 8 mai, je pense que désormais, avec vous, il n'a plus trop sa place. Un des meilleurs outils, c'est papier-crayon et poser les choses. Poser les choses avant d'agir, poser les choses par rapport à votre passé, poser les choses par rapport à ce qui peut vraiment vous freiner, et faites la liste, et puis ça se fait pas en 5 minutes, hein, ce que je vous ai recommandé de faire comme indication, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de le faire, et ça ne se fait pas forcément en une seule fois non plus. C'est-à-dire qu'un travail sur soi en prenant un papier et un crayon, eh bien vous pouvez très bien y passer 1 heure un premier soir quand vous êtes dans votre lit, là, par exemple au lieu de regarder Netflix, hein, vous passez 1 heure avec papier et crayon, et puis bah là vous êtes tranquille, détendu, vous pouvez faire un peu de cohérence cardiaque avant de commencer cet exercice. La cohérence cardiaque, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas, en fait, vous allez sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque, vous avez plein de tutos cohérence cardiaque, ça dure 5 minutes. Mais en fait, ça vous permet de vous recadrer, pas psychologiquement, mais sur le plan émotionnel. Ça vous recentre, ça vous recadre, et comme ça, voilà, ok. Ça y est, je suis beaucoup plus serein, je suis beaucoup plus en paix. Maintenant, mon esprit est ouvert pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire les listes dont je vous ai parlé pendant cette visio. Et puis, si vous faites ça le soir, vous êtes tranquille dans votre lit, eh bien ce qui est génial, c'est que vous pouvez, après avoir fait ça pendant 1 heure, refaire 5 minutes de cohérence cardiaque pour lâcher prise. Je me détends, je me relaxe, ok. Et après, évidemment, vous éteignez la lumière et vous faites un gros dodo. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que si vous faites ça avant de vous endormir, bah là, ça cogite encore. Ça cogitera beaucoup moins fort si vous faites un petit peu de cohérence cardiaque pour apaiser tout ça, l'énergie que vous avez dépensée en fait pour l'excitation que vous pouvez avoir, ça va diminuer la tension. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas pour ça que là-haut ça va arrêter de cogiter. Et si ça se trouve, vous pouvez avoir des idées pendant la nuit. Vous pouvez avoir des idées très claires le matin quand vous allez vous lever. Et là, je vous invite vraiment à écouter, à regarder les synchronicités. Si vous vous êtes couché avec certaines questions en tête dont vous n'avez pas les réponses, dès le lendemain, vous ouvrez Facebook, vous ouvrez le journal, je sais pas, vous parlez à un collègue, vous entendez une publicité à la radio, mais c'est quasiment sûr que vous allez avoir la réponse à votre question. C'est la magie des synchronicités. On n'y croit pas. Vous avez des scientifiques qui sont posés des questions sur le sujet, ils ont écrit des bouquins sur le sujet et ils y croient dur comme fer. C'est-à-dire qu'en effet, il y a cette intention, puis il y a aussi ce qu'on appelle la loi d'attraction. Combien en pourcent pour les personnes plus dans les ressentis? En fait, c'est un tiers de chaque. La nature est bien faite. Un tiers des personnes sont plus dans l'émotionnel et les ressentis, un tiers sont plus dans l'action et un tiers sont plus dans la réflexion, le cogito.
c'est propre à chaque personne, hein, en fait. Mais je vais programmer une formation sur l'énéagramme, ça durera 2 jours, ça sera un week-end, où les personnes qui viennent, ben, le but c'est le mieux, ouais, je vais y arriver, c'est de se connaître soi-même le plus possible. Plus vous allez vous connaître, plus ça sera facile pour vous d'avancer dans la vie, c'est obligé. Donc le soir, vous faites cette petite liste-là, toutes ces listes, vous faites un travail d'introspection. Qu'est-ce que ça me fait en moi? Est-ce que ça vient encore me gratter quelque part? Est-ce que cette expérience que j'ai vécue il y a 5 ans là, dans ce job là, par rapport à ce patron qui me faisait du harcèlement, est-ce que j'ai encore fait est-ce que j'ai déjà fait le deuil de cette relation? Est-ce que j'ai déjà fait un travail sur moi par rapport aux colères que je ressentais à l'époque ou pas? Parce que si vous ressentez encore de la colère par rapport à un événement d'il y a 5 ans, franchement, faut vous en libérer, quoi. La colère, ça cimente, ça verrouille, en fait, hein. C'est vraiment un sacré frein, un sacré blocage au développement personnel, quel que soit le domaine, en fait. Donc, vous faites ce petit travail-là un soir, vous allez forcément avoir des synchronicités le lendemain. Soyez ouverts et ouvertes aux synchronicités. Et puis, bah, le soir d'après, si vous avez le temps, vous en remettez une couche. Et là, mais vous allez avancer vitesse grand V, quoi, parce que vous faites ça de manière posée. Et ce qui est génial, c'est que quand vous allez commencer à faire ça, dans la journée, il y aura toujours une partie de votre cerveau, alors je ne peux pas vous indiquer laquelle, mais c'est par là, il y aura forcément une partie de votre cerveau qui sera déjà en train de réfléchir, en train de cogiter par rapport à ce que vous allez écrire le soir. Donc le soir, mais les infos, elles vont vous venir, mais c'est à vitesse grand V, quoi. Et si vous avez peur de ne pas retenir les infos que vous avez durant la journée, eh bien à ce moment-là, vous gardez toujours un petit papier, un petit bloc-notes avec vous, ça mange pas de pain, ou même sur votre smartphone, il y a une fonction bloc-notes sur le smartphone. Vous avez une fonction bloc-notes sur le smartphone, où vous avez aussi une fonction dictaphone. Et bien vous vous enregistrez, vous dites ah bah ouais, là je viens de croiser un tel, en gros j'ai la réponse à ma question que je me posais hier soir, ou bien ça va me faire avancer pour ce soir, etc., etc. Mais vous collectez vous-même les informations. Donc comme je vous l'ai dit déjà 2 ou 3 fois, vous êtes responsable de ce qui va vous arriver, tout comme vous êtes responsable de ce qui ne vous arrive pas. Mais il y a des choses, personne ne pourra les faire pour vous, c'est impossible. Vous comprenez? Donc, j'avance pas à pas, petit à petit, chacun à son rythme. Et si vous vous êtes programmé, si vous vous êtes dit, bah ouais, moi dans 6 mois je veux faire ceci, dans 6 mois je veux vivre cela, dans 6 mois, dans 1 an je veux être ceci, je veux être cela, eh bien vous commencez demain, vous commencez après-demain, vous commencez la semaine prochaine. Mais franchement, papier crayon, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Mais dans un premier temps, ça va vraiment vous permettre de dégrossir énormément les choses, de mieux vous connaître. Il y a certainement des informations à laquelle vous allez accéder par rapport à vous, auxquelles vous n'aviez pas réfléchi, auxquelles vous n'aviez pas pensé. Pourtant, c'est ce qui vous freine aujourd'hui. Et puis, c'est aussi par rapport à la confiance en soi, hein, par rapport à l'exercice que je vous disais, à ce que je vous proposais de faire tout à l'heure. Eh bien, si ça se trouve, votre confiance en vous était plutôt plus bas dans un certain domaine, à un certain niveau, par rapport aussi à tout ce qui est culpabilité. Et puis, si vous mettez en exergue tous les points positifs que vous pouvez tirer des expériences vécues, au lieu de rester sur les points négatifs, mais vraiment de garder que le positif des expériences vécues, bah vous allez forcément augmenter votre confiance en vous, l'estime de vous, et là après vous allez pouvoir avancer. 20h58, il fait encore jour, mais je pense que ce petit live touche à sa fin. Mon site c'est boostez-vous.fr. L'adresse mail c'est contactgp44@gmail.com. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis j'espère normalement mercredi prochain. Je n'ai pas encore le sujet de la soirée, mais ça me viendra. Et puis généralement je fais une pub sur Facebook 24-48 heures avant pour vous dire ce qui m'est venu à l'esprit et puis je développerai après mercredi soir prochain. Très belle soirée et puis à très bientôt. Au revoir.